Alors, juste une question, parce que c'est très concrètement sur l'obtention du certificat médical par l'UXA, par l'intermédiaire de l'avocat. Moi, j'ai une cliente qui était incarcérée à Réau, par exemple, et qui a eu une pathologie assez lourde, mais on va être très clair, je ne pense pas que, d'ailleurs, c'est pas ce qu'a conclu finalement in fine l'expertise, que son pronostic vital était engagé. Néanmoins, elle nécessitait des soins hyper lourds qui, une semaine par mois, la mettaient en chaise roulante, etc. Elle ne pouvait plus sortir. Bref, elle avait un problème de kyste ovarien hyper lourd et qui supposait, alors très périodiquement, des sorties en urgence pour aller à l'hôpital, pour se faire hospitaliser, puis 2 jours après, elle revenait. Bref, donc c'était une situation qui était extrêmement difficile. Et du coup, c'est vrai que j'ai engagé cette demande de suspension médicale de peine, ce qui a eu au moins pour effet de réveiller un peu la situation qui prenait son cours paisiblement. Elle faisait ses allers-retours aux urgences de temps à autre, et puis il ne se passait pas grand-chose en interne. Voilà. Alors, attention, c'est pernicieux quand même une suspension médicale, parce que, bon, à court terme, malheureusement, c'est logique, mais l'état s'améliore, la personne est soignée à l'extérieur, et après, il faut qu'elle exécute sa peine. Oui, non, mais je dis, c'est pernicieux, on n'a pas fini de rendre des comptes. On est bien d'accord, sauf que dans ce cas-là, en réalité, elle n'est pas sortie sur suspension médicale de peine, mais elle est finalement sortie en aménagement de peine. Voilà, et ça a permis de soulever un caractère un peu d'urgence. Mais pensez au placement extérieur, probatoire ou pas, parce que la personne n'est pas en état de travailler, on ne peut pas présenter un projet professionnel, on ne peut pas nous le reprocher dans ces cas-là. Et là, il y a véritablement un motif de choisir un autre mode d'exécution. Pardon, ma question c'était plus simplement, est-ce que je peux, en tant qu'avocat, écrire directement à l'UXA pour dire mon client m'a indiqué qu'il avait une pathologie X, Y ou Z, je vous remercie de bien vouloir me délivrer un certificat médical descriptif sur le fondement de D382 du CPP. D'ailleurs, pour le moment, le seul qui puisse le demander, c'est la personne détenue elle-même. On est d'accord. Alors même quand vous avez des très bonnes relations avec un médecin-chef, comme par exemple moi je connais bien le médecin-chef de maison d'arrêt de Rouen, on se parle bien. Et il me dit oui, moi je peux vous délivrer le certificat, mais il faut quand même que votre client me le demande un tout petit peu, quoi. Alors du coup, de façon encore une fois très concrète, vous pouvez, parce qu'on a des clients qui ne savent pas toujours rédiger très concrètement leur demande, rédiger au nom du client une demande que lui-même va être amené à déposer au surveillant pour pouvoir... parce que on est sur du basique, mais il faut pouvoir obtenir ces documents. Il faut faire attention à une chose qui bloque régulièrement, ça on le voit dans les infos qu'on reçoit, ou les courriers des détenus. Si c'est une demande de consultation et à ce moment-là, le médecin va établir un certificat médical, c'est une chose. Maintenant, pour accéder au dossier médical, la demande, elle doit obligatoirement être faite au directeur du centre hospitalier et pas à l'UXA. Si vous faites la demande à l'unité sanitaire, la plupart des médecins ne répondent même pas puisqu'ils considèrent que ce n'est pas à eux de répondre. Et ça, il y a beaucoup de personnes détenues ou même d'avocats qui ne savent pas que la procédure, elle doit se faire là. Et après, effectivement, il faut que la personne détenue, éventuellement, ait fait la demande elle-même pour que vous puissiez avoir accès. Alors, donc, du coup, on reprécise ce point-là, parce que c'est vraiment très important. C'est le certificat, rédiger un modèle pour le détenu, soit demande de certificat médical descriptif UXA à l'intérieur de la maison d'arrêt, avec une demande expresse à ce qu'il soit communiqué à l'avocat pour qu'on puisse facilement s'en servir, par l'intermédiaire du SPIP, c'est ça le SPIP. Et si c'est le dossier médical, pour le coup, même chose, modèle qu'on peut transmettre évidemment aussi au SPIP, mais là, pour le coup, adressé au centre hospitalier dont dépend l'UXA. Oui. On est d'accord. Sur le côté pernicieux de la suspension de peine, moi je partage complètement cette vision des choses, sauf que si vous voulez, le problème c'est que maintenant, lorsqu'on a à définir soi-même avec notre client une stratégie, il est malade, il faut qu'il sorte. Bon, il est conditionnable. Bon. S'il relève de 730-2, je vous jure qu'on est mal barré en termes d'urgence. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai un de mes clients comme ça qui était à Privas. J'avais essayé une suspension de peine. L'expert nous a fait n'importe quoi. Je lui dis, bon allez, on va faire une LC. Mais je lui dis, monsieur, vous allez partir au CNE. Ça va être dur. Vous avez 75 ans, ça va être très compliqué. Vous avez beau avoir une LC, vous avez beau avoir plus de 70 ans, vous devez passer sous les fourches codines de cet article. Il est parti au CNE, dans le camion qui l'emmenait, il a fait 2 infarts.
Donc il est allé à Réau 30 secondes, il s'est retrouvé à l'hôpital de Fresnes, où là on a fait une suspension de peine en urgence, effectivement, parce que d'abord il était là où se font quasiment toutes les suspensions de peine, et voilà. Bon, alors le problème c'est que aucune conditionnelle ne peut se faire en urgence à cause de cet examen de dangerosité de 730-2 qui prévoit des avis d'une commission pluridisciplinaire après un examen de 6 semaines au CNE, et donc ça rallonge les procédures de telle façon que pour les personnes qui sont éligibles, voilà, donc il vaut mieux privilégier la suspension de peine avec tous les risques, sachant que maintenant vous avez la passerelle qui permet après 3 ans de suspension de peine, alors il faut attendre 3 ans, hein, donc on serre les fesses pendant 3 ans, et puis au bout de 3 ans, vous faites une demande de conditionnel. L'avantage de cette demande de conditionnel, c'est que ça vous évite l'examen de dangerosité, et on ne se base que sur des éléments purement médicaux, donc ça vaut le coup d'attendre. Alors, je vais vous donner un exemple. J'avais un client comme ça qui était dans les Antilles. J'avais eu sa suspension de peine à Mulhouse, il était reparti en Martinique, il en était à plus de 3 ans de suspension de peine. On a eu la suspension de peine tout de suite parce qu'il est quasiment mourant. Et en fait, pendant le débat, on s'est rendu compte, le procureur à l'audience a dit « Mais attendez, maître, sur les 13 ans auxquels il était condamné, il a fait combien en détention effective ?» Je dis pas, moi, 2 ans et demi, quoi. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est bien, c'est que cette passerelle, ça permet d'accorder une conditionnelle à des gens qui autrement ne seraient pas conditionnables. Voilà. Parce qu'on se base, et c'est là où ce texte est extraordinaire, ce texte de la loi Taubira, c'est qu'en fait, il privilégie uniquement le côté médical. Voilà. Enfin, on n'est là que sur le médical. Il faut le souligner, c'est quand même exceptionnel, des textes comme ça.